Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Prochain Niveau. Ça fait plusieurs fois que je voulais faire un épisode sur le côté geek du roleplay. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les technologies, puis j'aime m'entourer d'outils qui peuvent m'aider je dirais, à faire ma partie en tant que DM aussi, à mettre mes idées en place, puis de ne pas oublier les relations, par exemple, entre certains personnages. Puis surtout aussi dernièrement, en temps de pandémie, de voir comment on est capable de jouer à distance avec un logiciel, donc un virtual tabletop qui est stable, qui est facile d'utilisation, mais qui est agréable aussi à jouer avec. Donc aujourd'hui, on va penser beaucoup à ce genre de logiciel-là. Donc, j'aimerais présenter pas les pour et les contre. J'ai pas le goût d'être très liste d'avantages. Tout ça, ça va vraiment avec les personnes, comment vous aimez les logiciels, comment ils vous parlent aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde sur Roll20. Moi, j'ai commencé avec ça au tout début. Puis, à force de sacrer après, genre ramener les personnages dans une map, puis là, tout le monde dit ah, je vois rien, c'est noir. Fait que là, faut que tu règles l'éclairage, faut que tu règles plein d'affaires. Puis mettre des nouvelles maps aussi, souvent dans les aventures, je dirais, achetées, là, quand on joue, mettons qu'on achète le livre de D&D puis qu'il y a une aventure dedans, on pouvait l'acheter aussi sur Roll20. Souvent, c'était des maps de base qui arrivaient, fait que j'aimais ça les changer pour quelque chose de plus beau. Puis le changement de map était comme pas facile non plus. Donc, c'est un petit peu de parler de ces technologies-là. J'aimerais ça aussi vous entendre dans les commentaires si vous avez un logiciel de prédilection, soit pour le VTT, donc le Virtual Tabletop, ou pour une espèce d'aide à faire vos chroniques, à faire vos idées. Quand vous montez vraiment une aventure from scratch, est-ce que vous faites vraiment comme plus sur papier? Est-ce que vous utilisez des mind maps, des logiciels mind maps, un peu comme des relations, vous faites des liens entre différents personnages, différents liens entre les objets, les quêtes, tout ça. Donc, je voudrais voir avec vous un petit peu Roll20 aujourd'hui, Foundry, VTT, puis d'autres petits logiciels que j'ai trouvés aussi en the side sur, par exemple, le Goblin Notebook. Donc, c'est vraiment plus textuel, celui-là. Même un petit peu de programmation, je dirais, textuel pour voir vraiment ce qu'on veut voir. Là, je vais vous le montrer tantôt. Pour ceux qui écoutent le podcast, je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Je sais que moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts là, quand je promène mon chien ou quand je suis en auto. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer le plus possible pour que vous vous faites une idée dans la tête, mais allez voir après ça le vidéo YouTube pour voir le côté justement visuel. Il y a aussi Chronica que j'ai vu sur Internet. Donc, j'ai fait un test, j'ai pris comme une licence pour une partie. Là. On regardera ça tantôt. Ça ressemble un petit peu à une espèce de page web pour la partie. Donc, les personnes, les joueurs, le DM peuvent aller là puis gérer leur partie aussi. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais partager donc mon écran. On va faire ça bien friendly là, entre nous. Là. Je vais commencer par exemple avec Roll20. Donc, pour ceux qui nous écoutent visuellement, donc vous avez là, la page de Roll20. Donc, Roll20 qui est un site, je dirais, assez facile pour l'entrée de gamme. Quelqu'un qui commence dans l'univers du VTT. Euh, c'est un abonnement, en fait. Donc, on peut choisir le niveau d'abonnement qu'on a, qui va aussi permettre un certain nombre de parties ou un certain, je dirais, contenu, accès à certains contenus, ces choses-là. Donc, moi, j'avais été membre d'un plus haut tiers, je dirais, là, pendant que je faisais mes games. Maintenant, je suis joueur dans une, donc je le garde au minimum. Ça, c'était une des parties que je jouais, c'était Prince of Apocalypse de Donjons et Dragons, là, une des parties, là, des aventures qui ont été mises sur le marché pas mal au début. Puis, c'est assez, je dirais, straightforward. On est capable de voir les joueurs aussi sur le côté. On peut mettre c'est quand la prochaine partie, tout ça. Donc, c'est sûr que moi, ça fait un an que je ne joue pas avec celui-là, donc j'ai changé sur Foundry. J'ai fait le switch, mais on est capable d'arranger aussi les settings là, de la game sur la page d'invitation. Donc, la page d'invitation contient l'image de la partie, le nom, puis tout le monde a accès au bouton Launch Game. Donc, quand on fait Launch Game, on arrive dans une page qui va charger, puis qui va nous permettre après ça de voir qu'est-ce qui est présent au niveau des joueurs sur le site. Donc là, c'est sûr que pour le moment, c'est seulement moi qui est là.
Là, on est capable de voir une map qui prend la principale partie de de l'écran. Puis on a sur le côté droit une colonne qui nous permet de chatter ensemble. Donc, c'est sûr qu'on peut se parler. Il y a un côté vidéo aussi, on peut connecter la caméra vidéo. Donc, au lieu de voir le nom du joueur en bas de la page, on pourrait voir son visage. Ça nous éviterait d'ouvrir, mettons, une session de Zoom pour nous voir et discuter. Nous, on ne l'utilisait pas trop la partie avec le vidéo direct dans l'application. On a remarqué que ça alourdissait vraiment le, le flux du jeu. Donc, on avait vraiment des lenteurs qui apparaissaient. Puis, des fois, on faisait je dirais des parties hybrides. Donc, quand on pouvait être en personne, un certain nombre de personnes, il y en a qui étaient plus près l'un de l'autre là, géographiquement. Donc, on se réunissait à une place. Puis, on avait chacun nos ordinateurs parce qu'on avait notre map. Chaque joueur voulait voir ce qu'il y avait à voir. Puis le DM aussi. Puis il y avait certaines personnes remote. On a remarqué que ça taxait beaucoup le réseau local. C'est comme si chaque ordinateur transférait vraiment beaucoup de données. Donc là, il y avait vraiment des crashs de connexion. Euh, donc, c'était pas une expérience super le fun. Donc, on a essayé de diminuer le plus possible là, le flux de données pour Roll20 pour que ça soit un peu plus fluide. Donc, ce que vous voyez là, c'est sûr que c'est la vue du maître de jeu. Donc, le maître de jeu, lui, a l'accès à des notes. Là. J'avais mis des monstres là, à l'intérieur d'une partie rocheuse, par exemple, là, que c'est du solide, là, que les joueurs n'iraient pas parce que je pouvais les glisser dans le jeu plus facilement. Pour les random encounters aussi, ça pouvait fonctionner comme ça. Donc, je pouvais aller sélectionner un des personnages, puis de permettre de le bouger aussi. Donc, on a l'espèce de croix là, qui nous permet aussi, quand on clique dessus, de voir les points de vie qui restent, sa classe d'armure. Donc, c'était quand même assez bien pour ça. Puis on a des conditions aussi sur un bouton en bas. Donc, le bouton rond qui nous permet d'ouvrir des images pour les conditions. Donc, tout ça, c'est visuel. Ça ne va pas affecter le personnage en tant que tel. Il va falloir considérer qu'il y a un avantage ou pas, si il est prone, par exemple, ou des attaques flanquées, des choses comme ça. Ça ne va pas le mettre automatiquement, sauf que ça donne un indice visuel. Ah, celui-là, il est bloodied, par exemple, on voulait le montrer avec un cœur comme à moitié noir et blanc. Donc, on pouvait dire aux joueurs, mais celui-là, vous avez fessé pas mal dessus, là, il est pas mal amoché. Donc, on pouvait le montrer de cette façon-là. Sur le côté, dans le chat, mais c'est là qu'on va voir tous les coups qui sont portés. Donc, nous, on avait certains joueurs qui préféraient, comme toujours, voir deux résultats. Comme ça, si c'est un jet avec avantage, ben, ils pouvaient juste prendre le plus grand, le désavantage le plus petit. Puis si c'était ni un ni l'autre, c'était celui de gauche par défaut. Donc, on n'avait pas besoin de relancer plusieurs fois. Donc, dans pas mal tous les jeux VTT, la partie de chat là, va montrer les activités. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler, on peut écrire dans la case du bas. Puis, on peut parler, dans ce cas-ci, pour moi, là, comme Eric, comme GM, mais j'aurais pu aussi prendre le nom d'un personnage non-joueur, puis de le faire parler comme chatter. Si je voulais, mettons, chuchoter quelque chose à l'oreille d'un joueur, je pouvais aussi le diriger juste sur un joueur pour que les autres ne le voient pas, ce message-là. Donc, c'est quand même des petites choses qui sont plus faciles à faire, plus transparentes qu'en personne. Parce qu'en personne, soit tu prépares tes papiers d'avance, puis tu les passes aux joueurs à ce moment-là, puis là, les autres, ils se doutent qu'il se passe quelque chose avec ce joueur-là. Tandis que celui-là, ben moi, des fois, je me faisais une feuille Word à côté de mon ordinateur, puis je faisais un copier-coller qui était rapide. Donc, même si c'était un long texte, je pouvais quand même l'amener aux joueurs rapidement sans que ça paraisse, parce que les gens ne vont pas toujours regarder les visages des caméras non plus, même si tu prends du temps pour réfléchir comme DM, ça paraît pas trop non plus pour les autres joueurs. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça. Quand on prenait un joueur, là, je cherche les joueurs, ils n'étaient plus dans cette map-là, oui, ils sont ici. Donc, il n'y a pas de vision automatique quand on clique sur un des joueurs. On ne peut pas voir ce que lui voit automatiquement. Il faut cliquer sur une touche que je ne me souviens plus par cœur. Donc, c'est toujours possible de voir aussi. On peut mettre des illuminations par des colonnes ou des éléments comme des torches, des choses comme ça, c'est toujours possible. Puis comme DM, on peut aussi mettre les monstres d'avance à certains endroits, mais les placer sous une couche invisible. Donc, il y a plusieurs comme layers, je dirais, là, dans Roll20. Donc, on a le map and background, on a les objets, les tokens, puis on a le GM Info Overlay.
Le Gem Info Overlay, quand on l'active, là, à ce moment-là, on peut bouger les éléments que les joueurs ne voient pas, mais on peut les pré-placer. Donc, une fois qu'on est certain que cette place-là, puis que le joueur peut venir voir, pourrait voir cette créature-là, à ce moment-là, on peut faire un clic de droit, puis le changer de layer pour que ce soit le token layer ou le map layer. Donc, on peut changer des objets d'un layer à l'autre. Donc, il y a des icônes sur le côté gauche qui nous permettent aussi de faire des dessins, de zoomer, de prendre des distances, de jeter des dés aussi arbitrairement, là, des D8 avec une charte qui nous permet de tirer, mettons, 3D12 par exemple. Puis on peut aussi le faire par avantage si on tient le bouton Alt ou Control. Donc, c'est des choses quand même qui vont assez bien. C'est web-based. C'est sur un serveur qui est, je dirais, qui est sécuritaire dans le sens que le DM n'a pas besoin d'être un programmeur ou de gérer un serveur externe, donc dans le cloud lui-même. C'est vraiment le système de Roll20 qui gère tout ça. Donc, on paie un abonnement, tout le setup est fait par eux, puis nous, on a juste à utiliser les cartes qu'on pourrait acheter. Donc, ou on peut se partir une aventure from scratch si on a déjà des maps qu'on a trouvées sur Internet, les amener dedans. Tandis que là, vous voyez, pour ceux qui sont sur le côté vidéo, toutes les monstres sont déjà placés. Quand on achète une map déjà toute faite, ben à ce moment-là, on sauve beaucoup de temps parce que tous les monstres sont déjà placés, ils ont les bons points de vie. Donc ça va vraiment bien. Puis après ça, sur le côté droite, mais à côté du chat, il y a d'autres boutons qui nous permettent de faire apparaître d'autres outils pour autant le DM que les joueurs. Donc le deuxième qui est sur le côté, c'est plus des tokens, des librairies, des choses pour que le DM puisse mettre peut-être des meubles, des lits, des trucs sur sa map pour qu'il puisse les bouger. C'est là aussi qu'on va pouvoir avoir les images des personnages. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut venir glisser là, sur la map. On peut voir aussi les maps, les portraits, on peut voir tout. Donc, c'est quand même assez pratique. Le troisième, c'est le journal. À ce moment-là, c'est là qu'on va voir ce que le DM nous permet de voir aussi comme image, comme sort. Donc, si, mettons, on voudrait faire un area of effect pour une boule de feu ou un Burning Hands ou un Spiritual Weapon, par exemple, qu'on voudrait déplacer. Donc, on pourrait le mettre là au niveau des sorts. C'est là qu'on va voir les personnages. Donc, si par exemple, je prends un des personnages dans cette partie-là qui s'appelle Trebar, qui est un gnome artificier, donc, on a aussi sa feuille de personnage qui vient de D&D Beyond. Donc, il y a un lien qui peut être fait. Nous, on ne jouait pas avec la partie feuille de personnage directement dans l'autre à cette époque-là. Mais les joueurs jouaient avec D&D Beyond. D&D Beyond qui est vraiment super pratique pour créer des personnages, avoir accès aussi aux livres virtuels, tout ça. On en reparlera dans un autre épisode. Donc, pour le Roll20, dans cette partie-là aussi, le DM va avoir tous les chapitres s'il a acheté, par exemple, la campagne, puis il va pouvoir aller lire les différents éléments, donc de voir, par exemple, vraiment des extraits du livre. Donc, c'est comme si on avait acheté le livre également. Donc, les droits passent par Roll20, donc c'est complètement légal. Puis, on va aussi avoir des handouts. Donc, dans les handouts des différents chapitres, on va pouvoir montrer des éléments. Donc, dans les player handouts, par exemple, il arrive face à face avec un Bargura. On ne sait pas c'est quoi, mais là, on va faire show to player, puis ils vont voir l'image. Donc, on peut la décrire, mais on peut montrer l'image aussi. La même chose avec des éléments qui pourraient être comme des écrits. Mettons, ils trouvent une lettre, quoi que ce soit, ben, on peut avoir l'image de cette lettre-là, comme si c'était un parchemin ou des trucs comme ça. Donc, c'est quand même assez agréable d'avoir de ce côté-là. Donc, pour le journal, c'est pas mal ça. Puis, il y a du contenu qui vient de D&D 5e édition aussi. Donc, qu'on après va nous donner, par exemple, des listes de Bard Spell. Donc, on peut trouver beaucoup d'informations dans les règles de base. Puis, le cinquième icône, c'est le jukebox. Donc, on peut attribuer aussi des musiques, des musiques d'ambiance quand on arrive sur une carte. Ou une musique aussi quand il arriverait, mettons, dans une certaine salle. On voudrait avoir des effets spéciaux. Il arrive dans un endroit où c'est des nains qui sont en train de miner la carrière, quoi que ce soit, mais des coups de marteau sur la pierre, des choses comme ça. Donc, on pourrait venir
mettre ces choses-là dans un playlist, puis le faire jouer, toutes les personnes vont pouvoir l'écouter. Donc ça, c'est quand même pas mal bien. Puis après ça, bon, c'est sûr qu'on peut programmer des macros. Donc quand on va par exemple faire telle chose, ben, il y a telle chose qui va se produire. Moi, je n'ai pas trop joué avec cette partie-là. Donc grosso modo, c'est pas mal ça. Chaque joueur peut contrôler son personnage. Le DM peut donner en fait les droits, qui est-ce qui a le droit de contrôler tel token. Donc normalement, on attribue le personnage juste au joueur. C'est juste lui qui peut le bouger plus le DM. Puis quand il y a certains sorts comme Spiritual Weapon, là à ce moment-là, ben, le DM peut donner le droit de bouger là, à celui qui a casté le sort. On peut voir les points de vie, c'est à discrétion aussi du DM s'il veut que ça soit public ou est-ce qu'il veut que ce soit juste lui qui les voit. Puis quand on part un combat, ben, il y a comme une espèce de truc d'initiative qui va partir, une liste d'initiatives. Puis là, je suis joueur là, dans cette partie-là, donc ben, dans ce compte-là, fait que c'est pas, je peux pas le contrôler. Je pense qu'il est ici. Ouais, c'est ça, le turn order. Donc, vu que c'est la game que je te DM, je suis capable encore. Puis on est capable de voir, mettre en ordre aussi là, les différents jets. Donc, celui-là, ce combat-là avait terminé, puis il avait été dans l'ordre, mais là, le premier joueur avait joué une dernière fois, là, donc c'est pour ça qu'on le voit à la fin. Puis tout ça, mais ces chiffres-là peuvent être modifiés aussi si, mettons, une erreur. Puis pour ceux qui voient le point, quelque chose après le jet de dés, c'est la règle optionnelle pour la dextérité. Donc, s'il y a des tailles, on est capable de voir automatiquement c'est qui joue avant l'autre. Donc, gestion du fog aussi, tout ça. Donc, Roll20, je dirais le gros, pas problème, mais moi, ce que j'aimais pas, c'était la gestion des pages au niveau d'un DM, puis la planification aussi de la donnée, comment on est capable de gérer les informations par rapport au jeu. Les onglets sont assez limités sur le côté. Dans Foundry, on en a plus. Puis la gestion d'éclairage aussi qui était assez problématique. Donc, si j'allais, par exemple, dans cette map-là qu'on est présentement, je vais dans les propriétés. On est capable de voir les backgrounds, les scales, les grids, l'opacité, si le fog of war est là. Puis après ça, il y avait des trucs par rapport au fog qui disaient, ben, si on active le fog, ça va arrêter le dynamic lighting. Puis le dynamic lighting, c'était comme une page à part. Personnellement, je trouvais ça un peu complexe à gérer. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'était mon avis. Des fois, il y avait superposition. Des fois, il y avait des grilles qui n'arrivaient pas exactement par-dessus l'image. Donc, faire des petits fine-tuning pour bouger la map, c'était difficile. Mais souvent, quand on amenait les joueurs à une autre place, là, je ne vois rien. Parce que une partie de l'éclairage qui vient de la map, puis tu as l'autre partie qui vient je dirais, du joueur. Donc, s'il y a certains joueurs qui ont de l'infravision, par exemple, ou du dark vision, ça va être par le token du joueur qu'on va venir le mettre. Donc, il y avait un truc sur les détails à un moment donné du joueur pour regarder les propriétés. Là, je ne le retrouve plus. Ça fait un petit peu longtemps que je ne l'ai pas regardé encore. Mais donc c'est ça. Moi, c'était quelque chose que j'aimais pas trop dans ce cas-ci. C'était vraiment au niveau de la visibilité de la pièce en tant que telle, là, ou comment on était capable d'arranger la vision, des choses comme ça. Donc celui-là, c'est comme le personnage de Phoenix, on a le bio, on a le default token. Mais avant, il y avait un autre onglet pour la vision, puis on décidait si le token avait de la vision ou pas. Mais là, je le vois plus. Donc, pour ceux qui utilisent Roll20 plus fréquemment, vous pourrez toujours mettre dans les commentaires. Ah, c'est celui-là, sinon ça c'est Laura. Ouais, c'est ça, comment qu'on le ferait, mais vous voyez, c'est pas nécessairement user-friendly pour gérer cette partie-là. Donc ça, c'était pour Roll20. Pour Foundry, celui-là, c'est celui qui est un peu plus mon choix de prédilection. C'est un Virtual Tabletop aussi, qui est téléchargeable dans le sens qu'on peut l'installer sur notre propre poste, notre propre ordinateur. À ce moment-là, notre ordinateur devient le serveur pour les autres joueurs. Donc, si vous avez une bonne connexion Internet, ça peut très bien fonctionner, mais vous allez l'utiliser beaucoup. Donc, il va y avoir beaucoup d'upload, download, parce qu'il faut que
chaque personne aille chercher l'information sur votre laptop ou votre ordinateur. Puis en plus, vous en avez besoin aussi pour transmettre. Donc, c'est quand même assez, je dirais, prenant sur le système. Je l'ai essayé un peu au début, puis après ça, j'ai été voir des vidéos YouTube aussi sur le site de Foundry, on en parle aussi. C'est de faire l'installation sur un serveur style Amazon, donc qui est vraiment plus dans le cloud, puis là, chaque personne va se connecter là-dessus. Ça prend des connaissances, je dirais, de base ou une certaine aisance au niveau de l'ordinateur ou pas programmation, mais comment que les choses fonctionnent, être capable de lire et d'appliquer des instructions. Parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas quelque chose que j'adore faire. Je suis pas super bon là-dedans, mais j'ai quand même réussi à installer mon serveur sur un serveur équivalent à Amazon. Moi, j'ai pris Atlantic. Puis notre serveur est en Ontario, qui est celui qui était le plus près. Puis ça va super bien. C'est juste que quand ça vient pour faire le temps de faire des mises à jour, des choses comme ça, contrairement à Roll20, qu'eux autres s'occupent de tout, c'est transparent pour eux. C'est comme une application qu'on irait chercher sur le cloud. Ben là, avec Foundry, c'est un peu le DM ou le propriétaire du hub qui doit faire ces mises à jour-là. Puis j'ai fait l'erreur à un moment donné de faire une mise à jour la journée avant ou genre quelques heures avant la partie, la game qu'on était supposé de jouer. Puis il a fallu annuler la game parce que c'était trop compliqué. Ça prend au moins une heure à chaque fois là, parce qu'on ne le fait pas souvent, on le fait peut-être 2 fois par année, de se remettre dedans. Puis c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de notes. Mais je ferai un épisode éventuellement là, la prochaine fois que je fais un upgrade. Je filmerai comment que je le fais, puis ça ira bien. Mais sinon, c'est une plateforme qui est très, très ouverte. Il y a beaucoup de collaborateurs qui vont créer des modules externes qu'on va pouvoir appliquer dans notre système. Donc, de base, Foundry, ça permet de jouer à plein de jeux ensemble, d'avoir une même visibilité sur un plateau de jeu. Puis, si vous avez acheté les livres sur D&D Beyond, il y a quelqu'un qui a fait un module de conversion vers Foundry. Donc, vous avez déjà acheté les droits, les maps, les textes, tout ça, vous avez acheté ça déjà. Donc, de l'amener en map, ben, c'est gratuit parce que vous avez déjà payé les droits. Donc, lui, il va juste prendre l'information de D&D Beyond, puis il va le mettre dans le système de Foundry avec les maps, les monstres au bon endroit, toutes ces choses-là. Contrairement dans le temps avec Roll20, ben, j'avais acheté mes trucs sur D&D Beyond, mais il fallait que je les rachète sur Roll20, donc ça faisait comme l'achat en double. Puis en plus, moi, j'aime avoir les livres, comme vous voyez, en arrière ici, puis dans la bibliothèque, mais j'aime avoir les livres physiques, donc ça m'apportait à acheter ça 3 fois pour le même contenu, ça n'avait pas de sens. Donc, au moins, là, avec D&D Beyond, ben, j'ai accès à mes livres en ligne, j'ai mes livres physiques, mais je n'ai pas besoin d'acheter une troisième copie là, pour mon VPT. Donc, il y a plusieurs, je dirais, systèmes de jeu. On parle beaucoup avec D&D Beyond ou Donjons Dragons, mais il y a Cthulhu, il y a Star Wars, il y a Vampire, il y a plein d'autres sortes de jeux. Donc, dans les Game Worlds, ben, on peut aller chercher des game systems. Pour l'instant, moi, j'ai 3 systèmes là, sur ma plateforme parce que je joue à D&D, Star Wars puis Vampire the Masquerade 5e. Mais je pourrais en ajouter plein d'autres jeux. Donc, j'ai juste à aller installer un système. Puis là, ben, il va me sortir tous les systèmes. Il y en a 173 aujourd'hui, le 5 février 2022. Donc, 173 packages. Puis il y en a vraiment toutes sortes. Là. Donc, il y a même des vieilles éditions de Donjons Dragons. Il y a du Pathfinder, RuneQuest, Drasil, Alien, il y en a vraiment plein. Tous les jeux sont probablement tous là. Moi, ceux qui m'intéressaient étaient là. Puis même chose avec les modules. Donc les modules, c'est des choses qu'on peut venir installer, comme je disais, en surplus de la plateforme de base. Il y en a plein de monde qui mettent des vidéos YouTube sur les modules qu'ils préfèrent. Moi, j'en ai quand même un bon nombre d'installés. Il ne faut pas nécessairement en installer trop parce qu'après ça, le système il va rusher pour toutes les faire travailler. Il y a des animations qu'on pourrait venir mettre automatiquement quand quelqu'un donne un coup d'épée, on voit une épée passer, ou quand il y a un sort comme de Fireball, il y a vraiment le cercle avec des flammes, tout ça. Ça ressemble quasiment à un jeu vidéo, sauf que ça alourdit un peu le truc. Mais il y a des automatismes qui sont intéressants. Donc, par exemple, si on target un ennemi puis on fait des dégâts, mais les dégâts vont être enlevés automatiquement de l'ennemi. Donc, ce qui facilite tellement le travail du maître de jeu qu'il n'y a pas besoin d'aller cliquer puis enlever des points de vie. Tout se fait automatiquement. Les jets de protection s'envoient automatiquement dépendamment du sort qui a été demandé si les ennemis ont été targetés. Donc ça, c'est des fonctions de Foundry de base, mais qui ont été aussi améliorées avec certains modules. Il y a des façons de voir, mettons, des dés d'une façon différente, des liens avec D&D Beyond.
Il y en a plein. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, dans les Game World, ben, disons pour faire le même parallèle avec Prince of the Apocalypse là, que je vous ai montré dans Roll20, je vais partir le monde de Prince of Apocalypse. Puis, vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Donc, l'important ici, c'est de choisir le bon joueur. Puis, ben, de mettre aussi un mot de passe parce que il y a un de mes auditeurs à un moment donné qui m'a dit, j'avais fait une petite présentation là-dessus, ben t'as montré un petit peu ton Foundry, mais t'as pas caché ton adresse IP là, que là présentement vous voyez pas, là, mais que moi je vois en haut de ma barre d'internet. Tu sais, les gens pourraient aller sur ta page, tout ça. Donc là, à ce moment-ci, ben, j'ai mis un mot de passe. Donc, pour être certain que les personnes qui viennent sur notre site, ben, c'est des personnes qui ont le droit de venir. Donc, c'est ici qu'on va venir mettre le mot de passe. Puis là, ben, j'ai entré dans ma partie comme un Game Master. Donc, le maître du donjon, si on veut, pour cette partie-là. Donc, il y a un petit load time, dépendamment, là, c'est sûr que présentement, je suis en train d'enregistrer aussi avec la vidéo et tout ça, mais normalement, ça devrait bien se passer. Puis là, ben, vous allez voir sur le côté, j'ai beaucoup plus d'options d'icônes qui sont disponibles. Puis je vais aller activer la scène qu'on a vue tantôt, qui était la scène du temple de l'eau. Donc, on a le Crushing Wave qui est ici. C'est sûr que je vais mettre des spoilers alert là, pour ceux qui pensaient jouer cette partie-là là, au début de la partie dans le texte. Là, mais je vais essayer de vous montrer pas les gros trucs, mais disons seulement juste pour comparer les vues en tant que telles. Puis là, je vais juste ouvrir au niveau de l'éclairage. Donc, ici, on voit bon, certains joueurs vont faire une certaine lumière, puis en plus, il y a une lumière ici qu'on voit qui est sur le mur comme une torche qui est verte. Donc, on voit les effets de lumière. Ça, c'est super intéressant. Si je clique sur un joueur, on va voir vraiment sa vision à lui, qu'est-ce qu'il voit. Donc, ça, c'est assez intéressant pour ça. Si par exemple, je déplace, lui, je pense qu'il génère, il y a un light orb en fait. Là. C'est pour ça qu'il génère une lumière. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de le bouger. Je n'ai pas les doigts sur cette partie-là, peut-être qu'elle est barrée. Mais donc c'est ça. Donc, on peut voir les lumières qui vibrent, les effets spéciaux là, de son light orb à ce personnage-là. Donc, c'est pas mal intéressant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on a des outils sur le côté gauche qui nous donnent accès à contrôler ou à bouger des personnages, à les targeter, à prendre des mesures. Il y a des effets spéciaux que les personnes peuvent mettre dedans. Donc, l'équerre, le symbole d'équerre, ça nous permet de faire je dirais des templates ou des éléments, donc au niveau des symboles qu'on peut mettre, ou des cônes ou des carrés, donc si on veut montrer une surface. On a des tiles aussi qu'on peut venir mettre sur le jeu, comme par exemple un effet d'un sort. Le crayon nous permet de dessiner. Puis après ça, tu as des outils un peu plus pour le DM, pour mettre des murs, des portes, gérer l'éclairage, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez que moi, je trouve en tout cas que le système est beaucoup plus intuitif, mais surtout un peu plus réaliste avec les effets de lumière. Puis tous ces effets de lumière-là, on peut venir les peaufiner. Donc, on peut venir cliquer sur la source de lumière, puis regarder c'est quoi l'animation que j'ai sur cette lumière-là. Est-ce que c'est un symbole de torche? Est-ce que c'est quelle couleur qu'il y a? Donc, c'est quoi la luminosité? Donc, j'ai beaucoup d'options là-dessus. Puis sur le côté, ben, j'ai aussi le chat, si on veut, ou les choses qui ont été faites là, dernièrement. Donc, on voit que Léag, le personnage de Léag, il a fait un rest, il a récupéré tant de points de vie. Donc, il y a des lumières qui sont fermées aussi, donc je peux venir les réallumer ici. Donc là, c'était un feu de foyer, un feu de bois, en fait, là, qui était dans cette pièce-là. Donc, la couleur est différente que celui-là, qui est comme une torche magique, qui est comme plus verte. Donc, il y a des macros aussi sur le bas qu'on peut venir programmer. Chaque joueur pourrait venir mettre son attaque préférée dans le bas en drag and drop. Puis là, ben, au lieu d'aller la rechercher à chaque fois dans sa feuille de personnage, ben, il peut l'avoir directement là. Donc, ça, c'est assez intéressant pour ça.
Quand on part des combats, ben, l'initiative, c'est le petit point à côté du chat. On peut faire un bouton de droit là, pour l'amener dans la zone ici si on ne veut pas toujours avoir à switcher entre le chat et c'est qui le prochain à jouer. Puis les gens vont faire un right-click sur leur personnage pour lancer leur initiative. Donc c'est assez, je dirais, intuitif là, comme système. Donc sur le côté droit, on a comme des espèces de boucliers et d'épées croisées. On clique là-dessus, puis ça s'en va dans l'initiative pour partir le combat. Quand on clique, comme j'ai fait là, sur un personnage, mais il y a beaucoup d'informations qui arrivent sur le côté parce que c'est des modules que j'ai décidé d'ajouter. De base, on a les 3 premiers, je pense, qui est la distance de marche par round, sa classe d'armure, puis sa perception automatique, là, donc son passive perception. Sinon, ben, on a aussi passive investigation, on a le passive insight, puis le passive stealth. Donc, il y a beaucoup d'éléments passifs sur le côté. Les gens peuvent même ouvrir ou fermer une torche là, de leur équipement, fait que ça va mettre de l'éclairage alentour d'eux automatiquement. Il y a vraiment beaucoup de choses automatiques. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu es un joueur, tu as un heads-up display aussi, puis tu peux aller chercher tes éléments. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu vas chercher dans ton heads-up display juste un mouse over, puis ça va te montrer, bon, c'est quoi tes weapons, c'est quoi tes consumables, c'est quoi tes sorts que tu peux faire. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique euh, pour, euh, pour avoir un jeu qui est beaucoup plus fluide. On a toujours le titre de certaines pages qui sont disponibles pour les joueurs, donc souvent qui sont entourées en bleu. Puis celle qui est active est entourée en rouge. Puis celles qui sont noires, je pense qu'ils sont pas. Non, je pense que celles qui sont noires, c'est celles qui sont disponibles pour les autres joueurs. Le bleu, ils sont disponibles pour le DM, mais pas pour les joueurs. Puis le rouge, c'est celui qui est actif. Euh, donc, on a une bonne vision de ça sur le top, avec le heads-up display. Puis, les petits boutons qui sont à droite dans la palette, ça ressemble un petit peu à la palette qu'on avait dans Roll20, mais avec beaucoup plus je dirais, d'options, beaucoup plus visuel aussi. Donc, vous avez vu avec les scènes, on n'a pas juste le nom de la scène, comme dans Roll20, mais on a aussi la map ou un aperçu de la map de l'image qui concerne cette scène-là. Donc, ça, c'est le fun pour ça. L'autre après, c'est les characters ou les acteurs. Puis là, ben, moi, je me suis fait des folders pour les personnages joueurs, personnages non joueurs, les créatures, les monstres, même les sorts, parce que des fois, on a besoin d'un token pour faire un spiritual weapon ou quelque chose du genre. Puis les trésors, ben, c'est quelque chose que j'avais mis par salle, comme ça, j'avais juste à cliquer sur ça, puis ça me faisait une page de loot. Puis la page de loot, les gens peuvent aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor-là. Donc, pour le moment, là, ici, c'est comme une feuille avec des hit points et tout ça, mais il faut juste changer la sheet là, pour le mettre comme un loot. Mais au moins, ça me montrait qu'est-ce que j'étais capable d'aller chercher. Puis les personnages sont là, donc on a les caractéristiques. Puis on pourrait jouer complètement dans Foundry sans D&D Beyond, parce que la feuille d'aventure est quand même assez facile là, à comprendre. Donc là, ici, on a Phoenix qui est un Genasi de feu sorcerer, avec ses points de vie, ses dice, sa classe d'armure. Puis ses spells DC, on peut faire les long rest, short rest. Donc on n'a pas vraiment besoin d'autres informations que ça. Mais si les gens veulent jouer avec D&D Beyond, on a un lien, comme vous voyez ici, avec ce bouton-là, ceux qui nous regardent, qui nous permet de faire un lien entre les deux. Donc si quelqu'un joue plus avec D&D Beyond, que j'aime bien quand on change de niveau, par exemple, c'est beaucoup plus intuitif. À ce moment-là, on peut faire un sync avec cette feuille d'aventure-là. Puis pendant le jeu, on peut quand même cliquer sur attaquer dans D&D Beyond, puis le jet va se transmettre automatiquement dans Foundry. Il faut juste avoir l'espèce d'intégration Beyond 20 dans, dans Chrome. Dans ce cas-ci, moi, j'étais avec Firefox, mais il y a une intégration aussi. Que vous ne pouvez pas voir nécessairement en vidéo présentement parce que c'était hors champ, mais c'est un petit dé rouge qui apparaît une fois que c'est installé là, dans votre barre à côté de la barre d'adresse. Ensuite de ça, ben c'est sûr que j'ai des items, donc je peux créer des sorts, des armes, des items magiques, des choses comme ça. Puis j'ai aussi des entrées de journal. Donc pour le DM, il va en avoir vraiment beaucoup. C'est tous les chapitres, donc l'équivalent du livre d'aventure. Donc avec toutes les informations, on peut suivre l'aventure avec ça. Mais on a aussi les Players Handout. Comme j'ai montré tantôt dans Roll20. Par exemple, j'ai un monstre que je ne sais pas c'est quoi, j'aimerais voir le Cloud Giant, par exemple, mais je vais cliquer dessus. Ça m'apporte vers l'image du Cloud Giant que je peux aussi partager aux joueurs. Donc, si je fais show, je vais avoir la possibilité de faire un share ou de juste le montrer une fois. Donc, c'est au DM de décider si les joueurs vont continuer à avoir accès à ça. Puis
pour savoir si les joueurs ont toujours accès. On va avoir une espèce de carré avec les couleurs des joueurs qui ont accès à ça. Donc, quand c'est un carré multicolore, c'est que tous les joueurs ont accès. Ensuite de ça, je peux me créer des tables roulables. Donc, dans le cas, par exemple, de Ravenloft ou des choses comme ça, on a le deck de Taroka. On pourrait se faire une table de tir automatique. C'est quelles cartes qui sont tirées, combien j'en tire. Donc, ça, c'est le DM qui va se prémunir de ça. On peut se créer des card stack games aussi, là, donc si on veut jouer aux cartes. Puis on a la musique comme Roll20 aussi, donc on peut se créer beaucoup de playlists. On peut même mettre de la musique sur un objet dans une pièce. Donc les gens, les tokens, quand ils vont s'approcher, par exemple d'un feu qui crépite, ben, plus qu'ils vont être proches, plus qu'ils vont être forts. Plus qu'ils sont loin, moins qu'ils l'entendent. Ça va par token. Donc s'il y a des joueurs qui sont dans des pièces différentes, il y en a qui vont entendre, mettons, un murmure, les autres l'entendront pas. Donc ça, c'est vraiment cool pour ça, parce que c'est la proximité des objets avec les rayons qui vont faire en sorte qu'on commence à entendre à un certain endroit. Puis les murs arrêtent les choses, donc c'est vraiment super bien fait. Puis on a après ça les compendiums là, pour toutes les informations, puis les options après pour les différents modules que j'ai appliqués dans le système. Donc moi, je trouve que personnellement, je trouve que c'est le meilleur VTT qui existe pour avoir essayé trois de ceux-là. Il y en a un troisième que je ne parle pas aujourd'hui, le nom m'échappe, mais qui était quand même, l'idée était très bien faite. J'ai un de mes amis qui joue à Pathfinder qui l'avait utilisé, mais je le trouvais trop vieillot au niveau de l'interface. Puis étant un geek techno, ça me tapait vraiment ses nerfs. Donc, d'avoir un look de Windows 4 ou je sais pas quoi, là, j'aimais pas ça. Donc, j'avais trouvé Roll20 après, puis après ça, Foundry. Foundry qui est en constante évolution aussi, donc c'est vraiment bien ce que la communauté fait là, pour ce genre de jeu-là, là, qui est très visuel, très beau, mais très efficace aussi. Donc, on a beaucoup moins de problèmes de je vois pas quand tu amènes les joueurs dans une scène, beaucoup moins de frustration pour le DM, beaucoup d'automatisme. Comme je disais tantôt, il y a une boule de feu avec 10 cultistes qui sont dedans, de faire les 10 jets de protection, calculer, voir c'est qui a la moitié, puis tout ça. Juste ça peut prendre un 5 minutes de game, juste pour faire une réaction de boule de feu. Là, ça se fait tout automatique. Donc, la personne qui fait la boule de feu met son template. Ceux qui sont à l'intérieur vont être touchés par ça automatiquement. Puis, on a le choix d'appliquer automatiquement les dégâts ou juste cliquer pour chaque personnage si on applique ou pas les dégâts. Comme ça, s'il y a des alliés dans la gang, on pourrait les enlever puis pas appliquer les dégâts. Si par exemple on a un évocateur qui permet de sélectionner ceux qui sont affectés par sa boule de feu, c'est un exemple. Puis il va lancer tous les jets de protection automatiquement. Donc quand on va dire OK, applique les dégâts, mais il va appliquer la moitié ou tout au complet, dépendamment de ce qu'on a choisi. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Allez voir ça. À chaque fois que je vois une game qui est sur Roll20, j'ai comme le goût d'appeler le gars dans les games qui sont sur YouTube pour dire Hey, va voir Foundry, ça va tellement te faciliter la vie. Mais c'est sûr qu'il y a un côté programmation à faire si on veut faire dans le cloud. La première année, Atlantic, c'était gratuit pour le serveur, puis après ça, ça va avec le nombre d'heures d'utilisation, mais c'est vraiment des peanuts. Donc, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine de passer à ça. Plein de petits modules, là, comme vous pouvez voir, là, je vois toujours mes personnages en constant là, en bas avec leur classe d'armure pour leur passive perception. Fait que même si je suis sur d'autres choses, il y en a un qui se promène ailleurs, j'ai toujours ces informations-là qui sont proches. Quand je tombe en combat, j'ai le choix de mettre le mouvement style combat. C'est juste celui à qui c'est son tour qui peut bouger. Tu as une possibilité de faire une pause aussi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont DM, là, puis qui commencent à décrire une pièce. Puis là, mais, tu lis ton texte, fait que tu regardes pas trop. Ben, tu lis ton texte, tu regardes un petit peu ton setup, tout ça. Tu regardes pas nécessairement la map. Puis là, tu as un fin finaux là, qui est parti de son bord, là, puis qui est allé explorer 2-3 salles pendant que tu en expliquais une. Dans Foundry, tu peux mettre une pause sur la game, fait que ça bloque tout le monde au niveau des mouvements. En tout cas, moi, il y a certaines situations là, qui étaient intéressantes. J'étais tanné de dire au monde Hey, wow, t'es allé là, il y a un piège qui s'est déclenché, un autre piège, parce qu'ils sont allés trop vite puis je les ai pas vus. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien là, pour Foundry. Sinon, ben, pas le dernier, j'en ai deux là, que je voulais parler aujourd'hui. Je vais peut-être en parler plus dans un autre épisode parce que ça fait quand même
pas loin de 3 quarts d'heure que je jase, là. Il y en a un qui c'est The Goblin Notebook. Ça m'a vraiment. Je cherchais quelque chose, en fait, qui me permettait de garder une relation entre les différents joueurs que j'avais. Euh, Parce que c'est difficile quand tu as beaucoup d'NPC de savoir, OK, ben lui, s'entend-tu bien avec un tel? Surtout quand on arrive avec des parties un peu plus politiques ou roleplay, un peu comme Vampire, que tu veux savoir, mais c'est quoi les castes, c'est quoi les clans, c'est quoi les influences que certaines personnes peuvent avoir. Ou si tu as certains lieux que tu veux prévoir, mais que tu n'as pas encore mis en place, qui n'ont pas encore découvert. Tu as des choses par chapitre aussi, peut-être. Tu sais, ton chapitre 1, c'est ces personnages-là qu'ils vont rencontrer. Après ça, dans le chapitre 2, ils vont en rencontrer d'autres. Ça peut même être utile pour des auteurs qui sont en train d'écrire des nouvelles ou des choses comme ça, de se souvenir des liens là-dedans. Donc, je ne sais pas si j'ai un ami qui est auteur d'ailleurs, là, je ne sais pas quel type de logiciel qu'il utilise, je sais qu'il est très paper aussi. Mais si vous avez la chance, une petite parenthèse comme ça, là, il y a le podcast Ake Willow qui a écrit, puis il y a aussi des, des livres qu'il a écrits d'horreur, de science-fiction. Donc, cherchez pour Jean-François Dubois pour ce qu'il a fait là, au niveau du côté auteur. C'est une petite parenthèse parce que j'imagine très bien un auteur utiliser ce genre de logiciel-là parce que, en fait, quand tu es DM, tu es un peu un auteur, surtout quand tu ne prends pas une aventure qui est toute faite d'avance. Euh, Puis quand elle est toute faite d'avance, mais c'est pas toi qui étais l'auteur, fait que c'est pire, il me semble, faut que tu te souviennes des choses qu'un autre auteur a pensé pour toi. Donc, dans ce cas-ci, mon exemple, c'est Strixhaven, parce que j'ai commencé une partie avec mon fils, ma fille, une amie aussi, qui les amène les trois là, dans l'université de Strixhaven. J'ai commencé ça avec eux. Puis, il y a des localisations, des endroits là, qui sont importants de se souvenir. Donc, les organisations aussi. Donc, dans Strixhaven, on avait parlé dans notre dernier épisode, les 5 écoles différentes de magie. Mais il y a aussi des trucs parascolaires. Il y a les créatures. Donc, les créatures, c'est autant des NPC que des monstres. Moi, je n'ai pas vraiment mis les monstres là-dedans. Mais par doyen, par exemple. Donc, si par exemple, on regarde un ici, donc Augusta Tulus, c'est le Dean of Order d'une des écoles. Donc, je peux avoir. Moi, c'est une espèce de programmation que j'ai mis ici pour avoir ce look-là, parce que quand on regarde comment on l'écrit, c'est un petit peu avec des codes, des astérisques pour avoir du gras, des choses comme ça. Comme, je me souviens plus comment que ça s'appelle, ce système de programmation-là, mais ça nous permet d'avoir l'idée du personnage un peu, ses grandes lignes. Puis, à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est les role-playing notes. Parce que je dois avouer, ça m'a surpris de voir ça dans le livre de Strixhaven. Tous les personnages non-joueurs, il doit y avoir au moins une vingtaine d'étudiants, puis une dizaine, quinzaine de professeurs qui peuvent jouer un rôle important dans l'aventure. Mais ils ont toutes une personnalité différente, puis c'était décrit dans le livre de Strixhaven. Donc ça, je suis vraiment comme satisfait de ça. Puis là, on voit quand c'est écrit en gris pâle, pour ceux qui suivent encore là sur la vidéo, mais c'est des personnages qui n'ont pas encore rencontrés. Puis ceux qui sont rencontrés sont en blanc. Donc on voit sur fond noir, là, on le voit, c'est qu'est-ce qu'ils ont vu comme endroit, où est-ce qu'ils sont allés. Puis quand on clique sur une personne, on est capable de voir aussi ses relations avec les autres choses qui sont sur la vue. Donc on voit que par exemple, Elena Tanglewood, mais elle travaille, donc on va le voir ici dans sa fiche. Elena Tanglewood works at Firejolt Café. Donc, c'est pour ça, quand je clique sur son nom, on voit que le Firejolt Café est allumé parce qu'il y a une liaison entre les deux. Si je clique sur le Firejolt Café, ben là, il va me mettre en bleu les autres qui sont reliés aussi à ça. Donc, éventuellement, je n'ai pas mis ma page à jour, mais j'ai une des joueuses qui va travailler à ce café-là aussi avec Minali. Minali, qui est un NPC qu'on n'a pas encore rencontré. Donc, il y a toujours je dirais, les liens qui se font entre. Donc, j'ai mes joueurs qui sont ici en haut de la liste. Aestra, qui est une génésie de feu, Monk, de l'école Prismari. Puis, Akone Edea Galanadel, qui est une autre joueuse, qui est une druide de Witherbloom. Donc, si je clique dessus, je vois qu'elle a un lien avec Witherbloom, Edea. Mais elle va avoir aussi un lien avec Urzmatok parce que lui fait partie aussi de Witherbloom, puis ils se sont rencontrés. Puis là, pour l'instant, c'est neutre. C'est pas encore friendly, mais je peux décider la relation qu'elle a aussi avec cette personne-là. C'est quoi sa relation? Est-ce que c'est friendly ou neutre? Ou même
unfriendly. Puis Gaëril Belkarim, c'est un barde de Silver Quill, que lui a eu une mauvaise rencontre avec Ambrose Liu, qui est un peu le Snape dans Harry Potter. Donc là, on voit qu'il y a un petit visage qui est comme par en bas. Donc ils l'ont rencontré étant blanc, puis on voit que la relation n'est pas nécessairement bonne. Donc ça, c'est vraiment le fun pour voir les relations. Puis on fait dans leur quête l'orientation, puis on réussit les 5 clous. Donc l'orientation qui était dans le chapitre 1, puis le clou 1 donnait la potion des lignes, le clou 2 donnait un pendentif, ainsi de suite. Donc je peux créer mes objets aussi d'avance. Moi, je l'utilise en tandem avec Foundry, parce que Foundry ne peut pas me donner ces outils-là pour me souvenir de relations avec toutes les personnes. C'est vraiment un plus. Au niveau du prix, c'est un truc de Patreon en fait. Donc c'est un. Je me souviens plus combien ça coûte, mais c'est vraiment pas cher pour ce que ça peut donner. Puis on a accès à un compte Discord aussi pour partager nos trouvailles ou nos demandes qu'on aurait envers le créateur. Donc c'est très très direct avec le créateur. C'est vraiment le fun d'avoir cette proximité-là. Sinon, je ferai peut-être un épisode un peu plus complet là, sur comment que mes choses avancent dans Goblin Notebook, mais au moins vous avez le lien là, de cet outil-là que j'utilise, puis j'aime bien. Puis le dernier que je voulais survoler, parce que je ne suis pas allé en profondeur dedans, c'est le Chronica RPG. Ça aussi, je l'ai testé avec le setup de ma game de Strixhaven. Ça montre sur la première page, qui est un peu le dashboard, bon, c'est qui les personnes qui sont connectées, puis des nouvelles un peu là, sur Chronique en tant que tel. Puis quand on clique sur, par exemple, la partie de Strixhaven, là, j'ai demandé à mon fils de se connecter comme joueur. Mais là, on a les résumés de session, on a ici l'image comme de la campagne, puis on peut aussi se créer comme du texte pour nous en tant que DM. Puis là, on a vraiment plein d'outils sur le côté gauche qui nous permettent de regarder, bon, c'est quoi l'information sur le party, donc les groupes de joueurs. Donc, combien ils ont de richesses par pièce d'or ou des choses comme ça. C'est quoi leur inventaire. Ça, c'est plus un inventaire de groupe. Mais après ça, tu peux avoir le Player's Dashboard qui nous donne vraiment par joueur qu'est-ce qu'il y aurait, c'est quoi les shops aussi. Donc, on peut se créer un magasin pour aller voir ce qu'il y a acheté, pour acheter des trucs directement avec ça parce qu'il y a de l'argent qui est mis. C'est un peu comme hybride entre une page web qui explique un peu c'est quoi la game, puis en même temps, on dirait qu'on peut utiliser des ressources comme des pièces d'or pour acheter du stock. Donc, c'est un peu un hybride entre les deux. Puis on a l'Adventure Journal qui permet aux joueurs ou à des personnes qu'on a nommées d'écrire c'est quoi les résumés des aventures pour se souvenir de ça la prochaine fois qu'on joue. Donc, on peut créer des kinships, donc des relations avec certaines personnes, mais c'est très gros carré et tout ça, donc je ne suis pas allé trop loin dans cette partie-là. On a des maps aussi qu'on pourrait même dessiner, des places, des entités, des villes, mettre de l'information là-dessus. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut venir rajouter au niveau du NPC Codex, par exemple. Donc, quel NPC que les gens ont rencontré. C'est quand même des belles images, des grandes images. La seule chose, c'est que faut que je trouve un moyen en tant que DM de préparer mes NPC, mais de ne pas les rendre visibles aux joueurs encore. Donc, c'est des petites choses que j'essaie de rechercher. Moi, ce que je recherchais avec ce genre d'outil-là, c'est d'avoir un endroit central pour les joueurs, pour qu'ils puissent aller voir c'est quoi la partie, puis c'est qu'est-ce qui s'est passé à la dernière game, puis pour se remettre dedans un peu, peut-être mettre les images que j'ai partagées sur Foundry. Donc, c'est à peu près ça que je pensais utiliser, mais je vous donnerai d'autres nouvelles un peu plus tard aussi. Je ne suis pas allé trop loin là, par rapport à ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon épisode. C'est vraiment un plaisir que ça a eu pour moi d'en parler. C'est le côté geek, comme je vous disais, c'est vraiment ma passion qui est renouvelée à chaque fois. Si je peux trouver un outil qui est technologique, qui peut aider dans mes parties, mais sans vraiment empêcher le côté storytelling puis humain. Là, j'aime beaucoup plus jouer en personne que jouer en ligne, on s'entend. Mais même maintenant, quand on joue en personne, comme j'ai fait la dernière fois avec la gang de Strixhaven, j'avais un écran de 27 pouces au bout de la table, puis je montrais quand même la map sur Foundry pour qu'il y ait une idée de ce que c'était. Puis quand il y a une altercation, on a un tapis quadrillé à ce moment-là sur la table, puis on vient dessiner seulement l'endroit où ce que les joueurs sont. Parce que des fois, il y a des maps qui sont vraiment trop grandes, puis ça ne sert à rien de toujours dessiner pour bouger les bonhommes. La prochaine étape, ça serait une table avec Foundry sur la table, donc on pourrait zoomer, puis tout ça. C'est un projet qu'on va peut-être regarder, voir si on fait. Donc, sur ça, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine.
Puis si vous avez des idées ou des trucs techno là, de votre côté que j'ai peut-être pas mentionné, ben, écrivez-moi-le dans les commentaires, puis on va regarder ça. Sinon, ben, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Prochain Niveau. On essaye aussi d'être présent sur Twitch, c'est un petit peu moins évident ces temps-ci. Puis on a la chaîne YouTube, bien entendu, donc restez à l'écoute. Tout ça, ben, c'est sûr, ça prend du temps, ça prend de l'équipement, ça prend des livres, des fois qu'on veut acheter pour vous présenter. Donc, si vous voulez nous envoyer un petit support, ben, on a le Patreon de base, là, je pense que c'est 3 par mois. Ça fait toute la différence. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, ça serait super apprécié si vous nous encouragiez. Donc c'est ça. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne journée, puis en espérant que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt!